J'ai le plaisir de saluer Madame Sheraz Gasri, son Excellence, ambassadrice de France en Géorgie. Je ne sais pas si Monsieur Denis Fada a été connecté parce qu'il m'a promis qu'il allait être là. Donc il va être en ligne. C'est le président international de la Renaissance française qui nous soutient toujours dans toutes nos activités. J'ai le plaisir de saluer M. Georgi Gwalia, qui est vice-recteur à l'université, mes collègues qui sont là, Mme Kaminora, directrice de l'Institut français de Géorgie, tous les étudiants qui sont là, mes collègues, Nana Ladiashvili, directrice de la médiathèque, Khatouna Mzadedoua, notre poète de langue française. Madame Tamar Garibashvili, qui représente l'AUF Europe centrale et orientale en Géorgie, et l'AUF qui soutient aussi cette manifestation, donc, pour faire notre choix Goncourt. Donc, c'est l'AUF qui achète en général des livres pour l'université d'Etaïlia. Donc, je salue Madame Bella Khabeshvili, qui est ma collègue à l'université de Javareshvili. Et les livres sont achetés pour cette université. Bon, j'espère que j'ai salué tout le monde, tous les étudiants ici présents. Et je passe la parole à Monsieur Georgi Gwalia pour son discours d'accueil. Okay, good morning. So I will be talking in English, and I'm sorry for that. First of all, there is American flag. You can speak. Yes. So first of all, I would like to start with expressing my gratitude towards Ambassador of France to Georgia. Thank you for your efforts and dedication and your time to visit Ilia State University. And also I would like to express my gratitude towards all the guests from our partners, from our partner universities, and also the students who are attending this very important event. You all know that today we are celebrating the Goncourt Prize award ceremony, which will take place, which actually takes place at Ilia State University. And if I'm not mistaken, this is like the fifth time that the Goncourt Prize is awarded. The Georgian choice of that prize is awarded at Ilia State University. Of course, I will be very brief. I would like just to underline that this prize, somehow Goncourt Prize, which is really one of the most prestigious prizes in the French-speaking world, and not only, I would say, somehow demonstrates how far and how tight is the cooperation between our nations, between France and Georgia. And this is really very important, especially in terms of Georgia's declared European aspirations and the Georgia's declared EU membership aspirations. This event, I would argue, has significance not only in terms of the cultural and literary context, but also, I would say, that wider nation-to-nation relationship context. Once again, I would like to thank all the organizers of this event, especially the French Institute of Georgia, for your support and dedication. Also, once again, to Ambassador to Georgia of France, and I'm sure that today, I'm sure that we will keep this tradition, and Ilia State University, in cooperation with the Embassy of France and the French Institute in Georgia, will continue and strengthen the cooperation, the ultimate objective of which would be to strengthen the French studies in Georgia, I would say so. And of course, I would say, especially express my gratitude to our Professor Emeritus, to Mzago Doktorushvili, whose contribution to French studies at Ilia State University, and not only, is tremendous, and we are really grateful for your work and for your dedication. And finally, and last but not least, I would argue that once again, I would like to underline that today's event importance far
goes far the literary or the cultural context that it has. And today, any event which brings Georgia closer to Europe, to European nations, is very important. And I hope that despite the challenges that our country is experiencing at the moment, and despite the challenges that Georgia's European future is facing today, finally Georgia will get its rightful place among the European nations, within the EU and among democratic and the liberal world. So once again, thank you everyone for visiting us, and with this I would like to give floor to Mzaro Doktorishvili. Thank you. Merci, Monsieur le Vice-Recteur. Thank you. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui pour la 5e fois. Et nous avons l'honneur d'accueillir à cet événement Madame Shiraz Kasri, qui est ambassadeur de France en Géorgie, Son Excellence, et je lui passe la parole. Merci beaucoup, cher Mzaro. Mzaro, je vois que vous avez des problèmes à féminiser les noms. C'est un combat en France. On a des auteurs et des autrices, on a des ambassadeurs et des ambassadrices. Non, vous avez dit ambassadeur. Nous avons des recteurs et des rectrices. Mais c'est un combat aussi culturel, et on va le mener, et ça continuera pour les générations suivantes. Et c'est un combat qui concerne les hommes comme les femmes. Thank you very much, Mr. Vice Rector, for hosting us. It's not the first time that I come to Ilia University for the Choix Goncourt. I was here a few months ago for a discussion with Chloé Cormand, author who was selected last year for Choix Goncourt 2023 ou 2020. Oui, voilà, 2022 pour 2023. And I hope that this cultural adventure between Georgia and France continues in the future. And thank you very much for contributing harshly to it by letting your students, your professors and your rooms glitter with French and francophone culture. Donc, je vais continuer en français. D'abord, je veux dire que je suis un peu jalouse de vous, les étudiants, qui avez dans vos programmes de pouvoir lire des livres. Vous allez voir, quand vous allez commencer la vie professionnelle, vous n'aurez le temps de lire des romans et des nouvelles que pendant les grandes vacances, ou dans le train ou dans le bus. C'est ce qui a été mon cas cette année. Le dernier roman que j'ai lu de Alice Zeniter était extraordinaire, et je regrette de ne pas avoir le temps de lire plus. Donc voilà, mon message, c'est profitez-en, laissez un peu tomber Facebook, TikTok, Instagram. Vous aurez le temps de faire ça plus tard, quand vous serez dans la vie professionnelle. Et lisez, et merci à vous de lire en français. Vous honorez la culture française, la langue française, et de manière générale la culture francophone qui n'appartient pas à la France. Ce n'est pas triste de le dire, au contraire, c'est une grande fierté pour nous. Et je suis très fière d'ailleurs de constater, je pense que c'est la force de la francophonie, que chaque année le choix Goncourt est différent du prix Goncourt qui est sélectionné par le public français en France. C'est bien la preuve qu'il y a plusieurs manières, toutes légitimes, d'apprécier et d'honorer la culture francophone. Et c'est ça la force de la francophonie, c'est la diversité culturelle, l'exception de chaque peuple, tous réunis pour honorer et commémorer et célébrer et partager ce qu'ils aiment en commun, qui est notre francophonie. Donc, merci beaucoup à vous. C'est grâce à Éric Emmanuel Schmitt, m'a-t-on dit, que la Géorgie est tombée dans le choix Goncourt. C'est une entrée très ambitieuse avec un auteur français très, très, très apprécié. Et comme c'est souvent le cas en Géorgie, en tout cas dans le domaine des arts, pas forcément en ce moment dans le domaine politique, la Géorgie a surpassé les attentes. Et je voudrais remercier une fois encore l'université Ilia pour votre participation à cette aventure littéraire, et d'œuvrer inlassablement à la coopération académique et culturelle entre nos deux pays. Et je remercie bien sûr Mzaro, pilier de la francophonie en Géorgie, pour avoir initié, porté et fait rayonner ce prix, ce choix Goncourt depuis 2019.
en Géorgie. Et merci à Atinati, qui est là. Bon, bravo et merci de prendre le relais de la présidence du jury cette année et peut-être pour les années à venir, puisqu'on a l'impression que Mzaro veut vraiment durablement passer le relais. La barre est haute, mais je ne doute pas que vous passerez haut la main le défi et que vous poursuivrez cette belle aventure avec les lecteurs et les lectrices. Donc je vous salue à nouveau, parce que c'était dans l'ordre de mon discours, je suis allée trop vite. Tous les lecteurs et les lectrices et les lecteurs, normalement on doit dire, qui prennent part à cet événement littéraire cette année, et tous ceux qui les ont accompagnés, plusieurs, je n'ai pas fait les remerciements protocolaires, mais on est ici entre amis de la littérature francophone, donc chacun est remercié individuellement en sa capacité, et je remercie en particulier les lecteurs et lectrices de Koutaïssi, lecteurs et lectrices de la médiathèque de l'Institut français de Géorgie, de l'Université d'Ilia et bien sûr de l'Université Ivan Javakeshvili. Après 2 ans, je prononce de mieux en mieux les mots géorgiens, mais ça n'est pas facile de prononcer une langue qui a si peu de voyelles, je dois dire. Je suis impatiente d'entendre surtout les lecteurs et les lectrices de rendre compte des débats que vous avez eus sur les mérites respectifs, les passions qu'ont suscité la lecture de 4 romans qui sont cette année en compétition, Veillez sur elle, Sarah, Suzanne et l'écrivain, Triste Tigre et Humus. Je dois dire que Humus, pardon, parce que Humus c'est bon mais c'est pas ça. Je n'ai lu aucun de ces romans et je lirai. C'est ma première manière d'honorer ce choix Goncourt, le livre que vous aurez sélectionné. Et je crois, j'espère que ce livre pourra être traduit en géorgien. Et c'est aussi rendre hommage à votre travail que de prévoir dans le futur une traduction du choix que vous aurez fait. Et l'année prochaine, l'Institut français de Géorgie, qui est participant, acteur de cette aventure, invitera aussi l'écrivain que vous aurez honoré. On espère qu'il sera possible pour cet écrivain de venir, et à tout le moins, on aura une discussion par visioconférence, comme on l'a eu l'année dernière avec Chloé Cormont. Donc voilà, je déclare, si c'est à moi de le faire, officiellement ouverte la cérémonie du choix Goncourt 2023 de la Géorgie. Et je suis très fière de voir ce... Comment on appelle ça ? Le prix. Le prix, sous la forme d'une magnifique petite sculpture qui sera attribuée pour 2023. Didi Madloba, et on vous entend avec impatience. Meggy, bonjour, merci d'être avec nous. Bon, je ne vois pas Monsieur Denis Fada, Georgi, il est là. Et je ne sais pas qui c'est par iPhone. Non, Meggy, par iPhone, aussi. Oui, tout à fait. Mais s'il y a M. Fada, je voulais lui passer la parole, mais on ne l'entend pas. D'accord. Tout d'abord, l'Université d'État Ilia qui nous accueille ici aujourd'hui, à M. Georgi Kvalia, le vice-recteur. Je tiens à remercier évidemment pour leur soutien sans faille son Excellence l'ambassadrice de France en Géorgie, Madame Sheraz Gasri, et la directrice de l'Institut français de Géorgie et conseillère de coopération et d'action culturelle, Madame Camille Nora. Je remercie également le Bureau régional d'Europe centrale et orientale de l'AUF et sa représentante en Géorgie, Madame Tamar Galibashvili, responsable du campus numérique francophone. Et je remercie également Denis Fada, qui, je pense, va nous rejoindre, président international de la Renaissance française. Je ne pourrais pas parce que je peux défiler le texte.
Et je remercie tout particulièrement Madame Zahra Dortourishvili, professeure émérite de l'Université d'État Ilia, et Nana Laliashvili, responsable de la médiathèque de l'Institut français, pour toute leur aide incommensurable dans l'organisation de cet événement auquel nous assistons aujourd'hui. Comme le choix Goncourt devrait être fait par les étudiants, finalement, la sélection ont participé donc 2 universités. C'est l'Université d'État Ilia, qui fut représentée par Giorgi Kourdadze, et l'Université d'État Ivane Javarishvili de Tbilissi, qui fut représentée par Nino Kacharava, et les lecteurs de la médiathèque de l'Institut français de Géorgie, représentés par Tamar Janashvili. Comme pour l'année 2022, le choix Goncourt de la Géorgie 2023 a porté sur la 3e sélection du prix Goncourt faite par l'Académie Goncourt. Donc ainsi, la Géorgie devait choisir parmi les 4 auteurs. Et en qualité de la présidente du jury de sélection, je voudrais dire quelques mots sur chacun de ces auteurs avant de passer la parole à Mariam Glanti pour faire l'annonce du choix Goncourt 2023. Tout d'abord, Éric Reinhardt, Sarah Suzanne et l'écrivain. Le lecteur se retrouve témoin de la genèse de l'écriture. Il assiste à la naissance du récit. Les personnages, l'espace dans lequel ils seront placés, la ville où tout se déroulera, les événements, déclencheurs, tout est en état de formation et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. C'est un récit sur un processus d'écriture. Dès les premières lignes, le pacte, pour reprendre la formule de Philippe Lejeune, le pacte donc est scellé. On sait qu'il s'agit d'une fiction, car on nous raconte comment le nom du personnage fut choisi, comment la ville fut retenue, mais en même temps, il y a une certaine incertitude. Tout peut se révéler être une histoire vraie, en fait. Ce qui est fiction, ce sont les noms propres, mais l'histoire, elle, peut être véridique. Tout aurait ainsi vraiment eu lieu. Et puis, il y a ce 3e protagoniste, aux côtés de Sarah et de Suzanne, il y a donc l'écrivain lui-même. Non pas le narrateur, non, mais l'écrivain. Il fait d'ailleurs partie du titre de l'histoire et de l'histoire. Il ne se contente pas de raconter, il invente aussi les prénoms, les mots, les phrases. Et surtout, il raconte cette histoire à Sarah avant qu'elle ne soit écrite. Il y a donc une double transposition du récit. D'abord, c'est Sarah qui raconte son histoire à l'écrivain, pour que son histoire soit écrite, et ensuite c'est l'écrivain qui entame le dialogue avec Sarah en lui racontant à son tour quelle forme ce récit va prendre. Dans l'une de ses interviews, Reinhardt explique avoir utilisé le style indirect, libre, pour ce roman, ce qui s'est avéré parfaitement adapté à ce projet spécifique. La clôture du roman introduit un jeu supplémentaire entre la fiction et la réalité. Il semblerait que la fin, le départ de Suzanne pour Birmingham, ne fasse pas partie de l'histoire contée par Sarah à l'écrivain, mais soit une pure invention de la part de l'auteur. Cependant, le roman achevé s'avère cette fois être une source d'inspiration pour Sarah. Elle décide de suivre le personnage fictif dans son élan de tout recommencer ou de commencer à vivre enfin. La fiction comme une révélation donc, par laquelle un jeu de la narration délégué à l'autre, à l'écrivain qui écrit à la place de Sarah, revient à celle qui narre et qui n'ose pas écrire. Dans sa lettre finale adressée à l'écrivain, Sarah assume le jeu et assume par là même sa propre vie. Le 2e roman, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, prix Goncourt. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa raconte l'histoire de Michelangelo Vitaliani, dit Mimo Vitaliani, qui s'étend sur un fond d'un demi-siècle, la première moitié du XXe siècle. C'est une sorte en fait de Bildungsroman, donc un roman d'apprentissage, dans lequel le lecteur suit le narrateur protagoniste depuis son naissance, en passant par son enfance, en passant ensuite son adolescence et son ascension à l'âge adulte jusqu'à sa mort. Sur fond d'événements historiques, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, entre-temps la montée du fascisme en Italie, le roman s'interroge en fait ou interroge les questions de l'adhésion de diverses couches sociales au fascisme. Elle s'interroge également et pose des questions sur l'opportunisme et sur l'antisémitisme.
Mais c'est avant tout le rapport à l'art qui est au centre du roman. L'art peut-il se tenir à distance du politique et de l'histoire ? Je cite, « Je ne sais pas qu'a dit Mussolini, je m'en fous. Je ne fais pas de politique. » C'est la phrase que répète le protagoniste sculpteur Mimmo Vitaliani. Mais est-ce aussi insignifiant que d'accepter la commande de la part des dirigeants fascistes de la sculpture de l'homme nouveau destinée à orner la place de Predappio, la ville natale de Duce ? Mais c'est avant tout l'histoire d'une longue amitié entre Mimmo, le petit homme, le dystrophique talentueux, devenu un très grand sculpteur, et Viola, la fille qui n'a pas volé, un rêve accompli d'une part par le biais de l'art, un rêve cassé, abattu sur terre de l'autre. Si Michelangelo Vitaliani a modelé la pierre à l'image de la femme, en représentant Viola dans sa Pietà, plus précisément dans le Christ souffrant, Viola a su quant à elle modeler la personnalité du grand sculpteur et lui donne en effet des livres lorsqu'ils sont encore adolescents, des livres à lire, et lui apprend à formuler ses pensées, mettre des mots sur ses pensées, et lui glisse également des coupures de journaux dans des années 30 sur la situation politique en Italie, les décrets sur les Juifs. C'est le récit d'une amitié sculptée ou pérennisée dans un marbre. C'est aussi un roman qui se lit d'un seul élan. La narration fait surgir le récit en images. Le lecteur voit les événements qui lui sont contés défiler sous ses yeux, à l'instar de l'image cinématographique. L'histoire surgit ainsi devant lui, vive, en couleurs, retentissante. Les figures des peintres anciens et modernes, donc nous avons Michel-Ange, nous avons Fra Angelico Veronese, Léonard de Vinci, mais aussi nous avons Giacometti ou Luigi Russolo. Nous avons également Gabriel D'Annunzio, l'écrivain et aviateur, qui sert de modèle au rêve de voler de Viola. Nous avons un autre aviateur, peut-être que je voudrais évoquer, Saint-Exupéry, qui n'est pas nommé, qui n'est pas cité, mais on peut peut-être le deviner à travers l'histoire de la séparation du renard et du petit prince aux cheveux couleur du champ de blé, et celle de Viola disant à Mime sa tristesse lorsque ce dernier est parti sans se retourner. Et je cite, « Quand tu dis au revoir à quelqu'un que tu aimes, tu fais quelques pas, puis tu te retournes pour la voir une dernière fois, peut-être même faire un petit signe de la main. » Et le renard disant au petit prince, « Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu plus loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le troisième roman de Neige Sino, Triste Tigre. Lauréat du prix Goncourt des lycéens, Triste Tigre est un roman biographique qui raconte l'histoire d'une petite fille, d'une fille de 7 ans, violée pendant des années par son beau-père. Alors qu'adulte, devenue adulte, en fait, elle décide de porter plainte. Ce dernier ne niera pas les faits lors du procès et il sera condamné à 9 ans de prison. C'est donc une histoire qui n'est pas vraiment celle d'une victime, mais celle d'une femme qui, une fois adulte, prend la parole, témoigne et fait condamner son bourreau. Le processus d'écriture occupe une place considérable, d'ailleurs, comme dans d'autres romans. Il est en effet important de savoir si l'histoire que l'on lit est vraie ou s'il est inventé. S'agit-il de la vérité factuelle ou d'une fiction ? Pour rassurer son lecteur, l'autrice raconte les faits, mais aussi les sensations intimes. Toutefois, cela ne puisse pas être suffisant pour la réalité des faits. Il faut donc y ajouter les détails du viol, du déroulement du procès, mais surtout, il faut aussi ajouter l'archive, donc les lettres manuscrites de la plainte déposée, les extraits des journaux. Cependant, il est évident que l'écriture ne peut pas reconstituer exactement les faits qui se sont déroulés dans l'enfance. Et je cite l'écrivaine, « Il y a des incohérences dans le récit. C'est dangereux, les incohérences. Ça remet en cause la confiance que l'on a donnée à celle qui parle. On commence à douter d'un détail et on doute de tout le reste. » Mais en fait, la vérité de ce roman autobiographique ne réside pas dans le détail, mais dans l'écriture, dans ce que cette écriture construit à travers les incertitudes, les peurs, la douleur, à travers la construction d'un jeu narratif,
un jeu fictionnel, non pas au sens d'affabulation que j'emploie ce mot, de fiction, mais au sens d'un jeu de la narratrice protagoniste du récit qui se crée. Autrement dit, la vérité des faits réside dans l'espace fictionnel créé. Et je cite ici Neige Sino, et je termine sur cette citation. Je sais que la vérité n'est pas dans le langage. Je sais que la vérité n'est nulle part. Je sais que le récit peut faire advenir une expérience qui n'est pas nécessairement de la même nature que ce qui est dit. La fiction est ce qui m'intéresse le plus au monde, depuis toujours. Je suis fascinée par cet ordre des choses où on dit autre chose que ce qu'on dit. Et finalement, oui, je voudrais quand même évoquer chez Sino aussi des figures littéraires qu'on a en abondance. Donc elle cite Varlam Shalamov, elle cite Vladimir Nabokov, Imre Kertész, Primo Levi. Mais nous avons aussi les figures du bourreau, nous avons Adolf Eichmann par exemple. Il y a aussi les personnages littéraires comme Lolita qui fait partie du récit et qui le complète. Le roman est aussi une sorte de cheminement pour comprendre le mal, ou du moins y faire face. C'est le seul moyen de continuer à marcher sur le fil comme des funambules peints par Paul Klee. Donc, le dernier roman, c'est Gaspard Koenig, Humus. Couronné du prix Interallié et du prix Jean Giono, Humus raconte l'histoire de la jeune génération, en pleine prise de conscience écologique, comme le dit l'écrivain lui-même dans une interview accordée à la librairie Mola. Le récit met en scène deux personnages, Arthur et Kevin, étudiants ingénieurs agronomes, qui s'intéressent pendant un cours aux vers de terre, espèce en voie de disparition. C'est un récit qui se déroule dans l'immédiat de l'histoire, dans le présent dans lequel nous vivons, à travers deux personnages qui désirent en fait changer le monde. Le roman ne donne pas de solution toute faite dans ce monde en pleine crise écologique. Il se construit sur une sorte d'ambiguïté qui habite notre contemporanéité, notre société. Et je cite, « On voit les hypocrisies des deux mondes, celui de radicalité néo-rurale et celui du capitalisme vert. » Aurait-il Arthur à la fin vraiment réussi sa révolution à lui? Qu'est-ce qu'un acte individuel peut apporter à la cause commune? L'engagement individuel vaut-il la peine? Ce sont ces questions, entre autres, qui se posent dans ce roman écrit dans l'urgence, mais sans dogmatisme. L'arbre homme, planté à la fin du roman, appelle cette réunion avec la nature. Et je cite, « Et puis cet arbre vivra plus longtemps que nous, que nos enfants et que nos arrière-petits-enfants. C'est l'éternité en vrai. » Ce que ces romans ont en commun, à mon sens, ce sont des interrogations liées à l'écriture et à l'art en général, à l'engagement de l'homme dans son présent et la confrontation avec soi-même, avec ce jeu qui n'est pas moins anodin que celle entre l'homme et la société. Et maintenant, nous passons à la proclamation publique de l'issue de la délibération à huis clos et je passe donc la parole à Mariam Rlanti, MA Master en romanistique de l'Université d'État Ilia, qui a l'honneur d'annoncer le nom de l'auteur sélectionné par la Géorgie. Mariam, s'il vous plaît. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Le jury général m'a confié la responsabilité de présenter notre choix pour le prix Goncourt. Après un débat très intéressant, nous avons accordé nos préférences à Jean-Baptiste Andréa et son œuvre Veiller sur elle. Dans ce livre qui ressemble à première vue à un conte de fées avec un récit d'amour en son centre, il y a de nombreuses couches sur lesquelles, petit à petit, nous découvrons la belle histoire de l'art, de la connaissance, de l'amitié et de véritables relations humaines qui se déroulent dans le contexte de l'Italie de la première moitié du XXe siècle et des deux guerres mondiales. La narration d'Andrea est fluide. Son récit captivant alors qu'il alterne entre passé et présent, avec un sculpteur de génie Michelangelo Vitaliani et sa mystérieuse Pietà au cœur de l'histoire. Le nom du personnage principal n'est pas fortuit.
Il porte en effet le nom du grand artiste et à travers son art, il entretient une rivalité très intéressante avec son prédécesseur. Outre son talent, ce qu'il distingue Mimo des autres est le fait qu'il y a un âme et la façon dont Andrea décrit son état donne vraiment un bon exemple de normalisation de la différence et de la façon dont une bonne histoire devrait être écrite à ce sujet. Si Mimo sculpte de chefs-d'œuvre d'art, Mimo lui-même est sculpté par son âme sœur, Viola, une femme ambitieuse, féministe et visionnaire, née pour voler. Et même si les contraintes du monde dans lequel elle vit tentent de la faire tomber, elle affronte tout et tous, la famille, le pays, les traditions, les défis du siècle, et reste debout, fermement et pour toujours. Je suis une femme debout, écrit Viola, et donne l'exemple d'une femme forte qui n'aura pas peur, qui ne pliera pas le genou et continuera à lutter pour sa liberté, ses droits et sa place dans ce monde. À part cela, ces personnages disparus personnifient la connaissance et le vrai lecteur. Quelqu'un qui prouve que les livres peuvent nous apprendre tout et n'importe quoi, car la vraie vie est dans les livres, comme le souligne l'auteur. Ainsi, Viola est une dissonance, coupée de temps, née dans un siècle qui ne lui appartient pas, porteuse d'une sagesse que ses contemporains ne comprennent pas, anachronisme vivant dont l'esprit dépasse les bornes temporelles, une âme trop vaste pour le monde étroit dans lequel elle évolue. Dans cette Italie fatiguée par la guerre, comme un sculpteur façonne la pierre, Viola façonne Mimo par la force de sa pensée, comme le vrai livre façonne leur lecteur, comme l'art façonne des personnes. C'est pour cette raison qu'avant tout, c'est un livre sur l'art, universel et tout-puissant, perçu par chacun de différentes manières et dont le secret ne peut être compris par tout le monde. L'auteur nous montre clairement que le pouvoir de l'art et de la créativité, qu'il s'agisse d'une sculpture ou d'un livre, qui éveille le désir d'aspirer à quelque chose de plus grand dans l'âme humaine. En dehors de cela, le livre met en lumière le destin d'un véritable génie, très en avance sur son temps, donc non accepté par ses contemporains. C'est le combat que tout véritable artiste doit mener, ne pas avoir peur et continuer à rester fidèle à son art et ses principes, même face aux menaces comme un régime terrifiant ou la peur d'être rejeté par le public. Pour conclusion, avec Veiller sur elle, Jean-Baptiste Andrea façonne l'universalité à travers la quête intime de Mimo Vitaliani, dont l'art et la souffrance deviennent le miroir d'une condition humaine commune. Son chef-d'œuvre, La Pietà, pétri de marbre et de mystère, ne se contente pas d'être un simple œuvre. Elle incarne l'écho de tous les artistes qui cherchent à laisser une empreinte dans l'éternité. La guerre, l'amour, la solitude, tout se fond dans un simple récit qui unit l'univers entier, les tragédies d'une époque, l'espoir désespéré et la lumière qui jaillit de l'ombre. Comme Mimo lui-même a dit, mais qu'y a-t-il de simple dans un monde où le vent a 1000 noms? Alors, on a choisi ces livres sur l'amitié, l'amour, l'art et surtout sur les humains, car ils nous montrent que peu importe les difficultés qui se dressent sur notre chemin et à quel point de la vie essaye de nous abattre, il faut se mettre debout et marcher. Merci. Bon, merci Mariam, merci les membres du jury général. Madame l'ambassadrice nous a proposé de faire intervenir tous les participants du jury général. Qui le souhaitent. Je l'espère. Allez, Nino, Université Djavarishvili. Non mais pas assurément le même texte quand même là. Oui, comment vous avez fait votre choix à l'intérieur de l'université de Djavarishvili? Parce que là, il y avait... Donc, voilà, il y a... D'accord. Parce que la médiathèque avait un autre choix. Bonjour, je suis Tamar Djanashvili. Et la médiathèque a choisi Sarah Suzan et l'écrivain. Et je peux parler à propos de ce livre que je mettrai beaucoup. Dans Sarah, Suzan et l'écrivain, Éric Reynard raconte l'histoire de Sarah, une femme qui se remet d'un cancer et décide de revisiter sa vie. Mariée depuis 20 ans, elle découvre que son mari mène une double vie.
Ils contrôlent la majorité de leur patrimoine et gardent une distance émotionnelle. Se réfugiant chaque soir dans son bureau. Blessée par cette découverte, Sarah quitte temporairement leur foyer pour provoquer une réaction chez lui. Mais cette séparation fait émerger des souvenirs douloureux et des manipulations passées. En se confiant, en écrivant, elle devient Suzanne, un personnage de fiction qui reflète sa propre histoire. À travers le regard de l'écrivain, la frontière entre Sarah et Suzanne s'efface peu à peu, créant un jeu de miroir entre réalité et fiction. Renard décrit avec une grande sensibilité la difficulté d'exister face à l'indifférence et au contrôle. Sarah, comme Suzanne, découvre le poids des manipulations et lutte pour retrouver sa place dans un monde qui semble la rejeter et l'oublier. Avec une grande finesse, Renard explore le thème de la manipulation, de la distance émotionnelle, du contrôle et de problèmes psychologiques. Sarah se retrouve presque spectatrice de sa propre vie, rejetée au point de se sentir comme une étrangère dans son propre foyer ou même comme si elle était déjà morte. Ce roman met en lumière la force des femmes qui, malgré les souffrances et l'abandon, refusent de disparaître. Ce roman, à la fois fort et délicat, est un hommage aux femmes qui refusent de disparaître malgré les épreuves. Renard explore aussi le rapport de pouvoir dans le couple, où la fiction devient un moyen pour Sarah de reprendre le contrôle de son histoire et de se reconstruire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, une très belle analyse de l'œuvre que j'ai appréciée moi aussi. Je l'ai beaucoup appréciée et je vais vous dire un peu plus tard pour quelles raisons. Alors, venez. Bonjour, je suis Nino Kacharava. Et maintenant, je voudrais préciser pourquoi on a choisi le roman Veiller sur elle. Premièrement, c'est le style de roman qui attire l'attention. C'est une déferlante d'émotions qui remplit d'étoiles le lecteur qui lit à cœur ouvert pour être sûr de prendre tout ce que propose l'auteur avec une générosité réjouissante. Sans pathos, avec une et fluidité qui force l'admiration. Il s'agit d'une manière de présenter, de créer les personnages. En parallèle à l'ascension de Petit Mimon, Jean-Baptiste Andrea brosse avec talent le portrait parfait, presque fantastique d'une femme prête à tout pour conquérir sa liberté. Il n'oublie pas les autres personnages qui sont tout bien analysés psychologiquement, parfois peut-être de manière un peu caricaturelle. Il semble que tous les personnages, bons ou mauvais, nous parlent tout directement à l'oreille, particulièrement l'anticonformiste Viola avec sa fougue qui emporte tout un des plus beaux personnages féminins rencontrés récemment. Et aussi, je voudrais justifier que ces romans consistent la beauté et l'esthétique qui en marque aujourd'hui à la littérature moderne dans le monde. Et c'est très important pour nous. Merci. Merci. Merci Nino. Georgi, tu voudrais reprendre la parole, s'il te plaît? Georgi? Il doit avoir un cours sûrement. Hein, parce qu'il est à Montpellier, en mobilité Erasmus. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi tous les étudiants qui voudrait s'exprimer? Le dernier arrivé doit s'exprimer. Non. Sinon, j'invite mes collègues à prendre la parole.
Bonjour à tous et à toutes et à tous. Et je voudrais remercier premièrement Madame Zaro Dortourishvili de nous avoir donné cette opportunité de participer dans cette aventure qui a commencé depuis 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est la 5e édition. Pour nous, je voudrais parler de la cuisine un petit peu derrière, parce que c'est la possibilité de réunir un petit groupe des étudiants qui sont enthousiastes de la littérature française et surtout de la littérature qui est contemporaine, qui se crée avec nous, en même temps de notre expérience qu'on traverse ensemble. Je voudrais remercier mes étudiants et étudiantes qui étaient cette année, il était 7, et c'est le groupe assez nombreux selon moi, et ça va encore grandir et grandir, et je remercie l'Institut français, la médiathèque, notre partenaire AUF qui est toujours à côté de nous, et premièrement c'est votre initiative, et Madame Zaro qui a passé le relais cette année à Madame Tinatine, que je connais maintenant. Je pense que quand même elle serait derrière cette belle aventure parce que c'est vraiment très honorable pour nous et je tiens à vous remercier encore une fois. On va être toujours on va rester enthousiaste, on va participer et moi de ma part je vais quand même forcer ou intéresser les étudiants de tout ce qui se passe dans le domaine francophone. Merci à notre ambassadrice parce que c'est vraiment le grand soutien de soutenir ces 4 universités et je pense que le renom peut pas augmenter encore. Merci à Kouta ici également. Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement tu arrives à mobiliser D'accord. les étudiants? Tout ce qu'on fait, première. Il y en a 7 cette année. Oui, il y avait 4 ou 3. Voilà, tout ce qui était... Merci, Sheraz. Tout ce qui était vraiment très intéressant, pour la première fois, c'est quand même la littérature qui est originale. Pour, lire les textes, ça nécessite quand même quelques compétences et savoir-faire en français. C'est pourquoi, pour la première année, on a choisi les étudiants de master. Et c'était 4 étudiants qui étaient notre étudiant en master et le 4e année. Maintenant, cette année-là, qu'est-ce qui a évolué? On a eu le nouveau programme, on a déjà des résultats relativement meilleurs, si on peut dire comme ça, et ce sont les étudiants de 3e année, de 4e année encore qu'ils ont rejoint le groupe, même une étudiante de 2e année, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? Premièrement, c'est moi qui lis les romans. Parce que moi, je dois raconter cette aventure et montrer que voilà, qu'est-ce qu'il y a de valable à l'intérieur. Maintenant, on travaille sur les petits passages pour faire vraiment un petit, pas l'analyse, mais l'entrée dans le texte. Et je peux remercier, ce sont mes collègues Maya Benidze et Thea Tateshvili qui ont pris le relais cette année-là. Ils ont lu également les romans, ils ont commencé le travail sur les textes, sur les passages du point de vue linguistique, c'est la traduction. Et ensuite, on commence à faire les petites analyses et on écoute leur point de vue en géorgien, en français, qu'est-ce qu'ils ont apprécié vraiment à l'intérieur du texte. Et ce sont vraiment Maya, elle est littéraire, Thea Tateshvili, spécialiste de littérature de la langue en même temps. Et c'est vraiment cette opportunité de les avoir, de le faire intervenir. Et les étudiants, ils commencent à présenter leur point de vue. Dans ces cas-là, je pense qu'il y avait vraiment les mêmes avis sur le roman qu'on a choisi. Il y avait les années qu'il y a les choix qui se séparent. Les autres sont pour un roman, les unes les autres pour l'autre. Et de toute façon, je pense que cette année, on avait un consensus. Et voilà, c'est notre cuisine, comment ça se passe. Et ça dure à peu près 3 ou 4 mois, pas toute l'année. Mais de toute façon, c'est moi tout d'abord qui a le temps de lire, les collègues, et ensuite les enfants qui lisent également les textes dans leur intégralité, et même les passages, ça c'est sûr. Ils sont, la partie d'étudiants, ils sont en France parce qu'il y avait le programme de mobilité. 4 sont en France, à Bordeaux et à Lille. Et les autres, ils ont des examens, 2. Mais est-ce qu'ils ont aimé? Ah oui. Ils n'ont pas aimé Non. Tous, on avait le consensus, comme j'ai dit, et tous ont aimé veiller sur elle. C'était vraiment... Ça va être difficile. Je passe la parole à Madame Nana Daliashvili, directrice de la médiathèque, qui a aussi encadré ses lecteurs dans la lecture du choix Goncourt. Oui. Merci. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier Madame Zaro Dortourishvili pour l'initiative et l'écrivain
Éric Emmanuel Schmitt, qui nous a proposé de commencer cette belle aventure de la littérature contemporaine française. Pour la médiathèque, c'est vraiment un peu différent parce que les étudiants ne sont pas d'une même université. Certains sont, comme par exemple Tamar, à l'université libre, d'autres sont vraiment dans d'autres universités, presque toutes les universités de la Géorgie. Et cette aventure dure plusieurs mois. À partir de la sortie, à partir de qu'on a des ouvrages à la médiathèque ou des versions électroniques, l'aventure commence. Tout le monde lit les 4 livres de la 3e sélection du Goncourt, présentée par l'Académie Goncourt. Et à la fin de quelques mois, nous nous réunissons. Cette fois, c'était la plupart, ils ont envoyé leur choix. Et c'était un vrai débat parce que les avis n'étaient pas différents, vraiment très différents. Le roman présenté par Tamar avait une voix de plus. Et en 2e place, c'était le Goncourt français, Veuillez sur elle. Donc le choix n'était pas vraiment très différent d'autres universités. Je remercie particulièrement Tamar d'avoir accepté de présenter le jury de la médiathèque dans l'Institut français. Et je profite de cette occasion pour dire que cette année, le Goncourt a été décerné déjà à un auteur, Kamel Daoud, et la belle aventure de l'année 2024 va commencer dès que cette séance sera fermée. Et on va envoyer à tous les participants les listes déjà de la nouvelle 3e sélection de l'Académie Goncourt. Et j'espère que cette aventure va continuer et nous aurons plus de participants pour l'année prochaine, plus d'universités, peut-être à l'École française du Caucase aussi. Et cette belle aventure dans la littérature sera pareille que cette année. Et mes remerciements particulièrement chaleureux à Tinatine qui a accepté aussi continuer le relais et d'être la présidente du jury Goncourt de la Géorgie. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci. Merci Nana. Est-ce que d'autres étudiants aimeraient intervenir? Non? En tout cas, que peut-être voilà, notre événement d'aujourd'hui vous a inspiré à lire plus et à lire dès maintenant les quatre auteurs que l'Académie a déjà choisis pour 2024. Comme vous l'avez compris, nous sommes en retard. Alors, nous faisons notre choix un an après que l'Académie Goncourt elle-même a fait son choix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de lire tout de suite, parce que le choix est annoncé en fin septembre. Le temps de faire venir les livres, le temps de lire, etc. Donc, du coup, on passe à l'année prochaine. C'est comme ça que, aujourd'hui, nous attribuons notre prix Goncourt au choix de 2023. Et c'est notre 5e choix. En attendant que les étudiants réfléchissent encore, je passe la parole à M. Gökçe Cavarishvili, qui vient de nous joindre par Zoom. Monsieur Gökçe Cavarishvili, vous le connaissez tout le monde, c'est un ancien ambassadeur de Géorgie en France, mais il est en même temps vice-président de la délégation de la Renaissance française en Géorgie, et c'est le premier qui a traduit notre choix Goncourt, notre premier choix Goncourt, la traduction beaucoup appréciée. Je regrette de ne pas avoir pris le livre avec moi parce que, en même temps, il y a une parfaite traduction, mais en même temps, il y a une très belle couverture, un design exceptionnel, parce que dans le livre, il s'agit de 3 générations, et nous avons quelqu'un qui a mis sur la couverture
ce rapport entre trois générations dont il s'agit dans le livre. Et je passe la parole à M. Gochechavarishvili, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame l'Ambassadeur, chers amis, chers collègues, vous m'entendez? Oui. Oui, Gocha, on vous entend bien. C'est un plaisir à nouveau de vous retrouver et je vous présente toutes mes excuses de me joindre à vous avec un retard considérable, mais je prendrai soin aussi de connaître les différentes interventions qui se sont suivies juste avant, parce que c'est une réunion et c'est un événement qui me tient particulièrement à cœur. Et comme l'a souligné Madame Dortorishvili, j'ai eu le plaisir et une expérience singulière quand même de me lancer dans la traduction de la littérature. D'ailleurs, entre autres, ma toute première expérience dans la traduction de la littérature vient d'être concrétisée avec la sortie du livre du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, que j'ai co-traduit avec Madame Zia Bakradze qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Et je suis particulièrement heureux aussi de vous annoncer cette nouvelle, que le livre est déjà sorti. Et j'ai été ravi aussi d'être parmi les premiers à m'occuper de la traduction des livres sélectionnés par le concours géorgien, le livre La part du fils de Jean-Luc Kotalen. Et voilà, je ne connais pas encore le heureux gagnant du concours, les candidats que vous avez sélectionnés. Mais étant donné que j'ai un peu plus de temps maintenant, je ne suis plus ambassadeur, peut-être que je reprendrai aussi ce métier que j'ai beaucoup apprécié en tant que débutant dans la traduction. Et j'ai des merveilleux exemples des traducteurs géorgiens qui s'attellent à cette activité depuis plusieurs années avec beaucoup de succès. Et qui sait que je tenterai encore une nouvelle expérience de traduction d'un des romans que vous aurez bien voulu choisir. Voilà, c'était juste pour vous dire tout mon plaisir de me joindre à vous à cette réunion. Je tenais vraiment à y participer au moins en partie et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités respectives et tout particulièrement bonne lecture à nos étudiants et étudiantes et voilà, bonne chance aux meilleurs auteurs que vous aurez bien voulu choisir par vos soins. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. J'espère que vous avez vous venez d'énoncer une très belle idée, que vous allez continuer à traduire, parce que compte tenu de vos connaissances dans les 2 langues, les traductions du français au géorgien vont être exceptionnelles et je m'en réjouis d'avance. Que peut-être, je ne sais pas, nous avons décidé pour le 4e choix que ce soit les étudiants qui traduisent, puisque ce sont les jeunes qui doivent faire leur choix. Du coup, on se dit que peut-être ce sont les étudiants qui doivent traduire aussi l'œuvre choisie. C'est comme ça que Mariam et Georgi traduisent les presque sœurs de Chloé Corman. Voilà, et c'est notre université qui va publier, toujours. Donc là, nous avons un très grand soutien de notre université. Je tiens vraiment à remercier l'Italia di Bartolomeo Universität Guarza Seti, a Seti, a seguito la celebre pölga che pramuli sa cattolici da francofonisa che sa cattolici dai ne ma sua isa targmani Cina konkuris targmani
karma sakete studentevi Mariamita Georgi da Iverimatso Tchurkamortset, le Karmani Kamortset. Et on aura le plaisir, j'espère bien, on vient d'échanger plein d'idées avec Madame l'ambassadrice. Donc, on va établir le programme. Comment améliorer cet événement que nous organisons depuis déjà 5 ans, mais on va enrichir d'idées que Madame l'ambassadrice vient de me suggérer. Oui, et que peut-être les lecteurs peuvent suggérer. Alors, mais quand même, lors de notre premier choix du prix Goncourt, moi j'ai avancé quand même 2 idées qui n'ont pas été soutenues et je le reprends parce que je me suis dit que peut-être ce serait bien qu'on organise à la médiathèque des séminaires. Mon choix Goncourt. Alors, donc il y a depuis 123 ans qu'on fait ce choix. On peut prendre le premier choix, je ne sais pas, le 5e ou le 100e. Et je me suis proposé la toute première à faire ce séminaire et j'avais fait le choix extraordinaire parce que je voulais parler de Romain Gary qui a beaucoup... voilà. Ah bon? 2 fois, voilà, c'est justement pour ça que je voulais le présenter parce que c'est le seul et l'unique écrivain dans l'histoire du choix Goncourt qui a eu 2 fois le prix Goncourt. Donc, c'est une exception parce qu'il s'est présenté comme un autre auteur, Émile Achard et pas Romain Gary, et puis il y avait toute une histoire, tout le monde voulait savoir qui c'était, on parlait de différents auteurs, mais personne, sauf Bernard Pivot, n'a eu l'idée de voir derrière Émile Achard Romain Gary. Et j'ai été avec M. Bernard Pivot, parce que moi je me suis dit, comment ne pas reconnaître derrière Émile Achard Romain Gary, si on a lu ce livre, bien sûr. Il ne suffit pas de lire un seul livre pour reconnaître le même auteur dans d'autres textes. Et la deuxième idée venait de Madame Lia Loria. Elle voulait qu'on introduise dans le programme, dans nos programmes, un cours sur le choix Goncourt, sur les écrivains qui étaient choisis comme lauréats du prix Goncourt. Et je lui avais proposé, Madame Lia Loria, si vous préparez ce cours, moi j'introduirai ce cours dans le programme de master de notre université. Non, j'ai pas lu. Je reprends ces 2 idées. Donc, que peut-être chez Bella, on va le faire. Le cours. On enseigne la littérature francophone, tout ce qu'on fait pendant toute l'année, c'est justement le travail sur les auteurs. Je pense que c'est plus ce cours. Non, je parle du cours sur le choix Goncourt. Donc, les écrivains qui ont été couronnés du prix Goncourt. Mais on travaille là-dessus. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ça, un cours à part. Voilà. Donc, le lauréat de cette année de l'Académie Goncourt, l'écrivain d'origine algérienne, Kamil Daoud, il dit dans une interview, si je ne me trompe pas, les romans sont les lumières. Donc il me semble qu'en lisant les romans, on est vraiment illuminé parce qu'on se reconnaît, on pense aux personnages avec lesquels on fait le parallèle et on se reconnaît et on s'enrichit, etc. Donc vraiment, les romans sont lumineux. Et la phrase que j'ai aimée aussi dans Veiller sur elle, c'était que la vie est dans les livres. Mais les livres, voilà, la vie est dans les livres parce que ce sont les vies humaines qui sont relatées dans les romans. Alors, Madame l'ambassadrice m'a demandé tout à l'heure quel était mon choix. Moi, à chaque fois que je lis
de la littérature, ce n'est pas pour mon plaisir seulement, mais du point de vue professionnel aussi. Comment je peux utiliser ces textes dans l'enseignement? Et j'ai déjà promis à mes étudiants de licence et de master que je vais beaucoup parler de Sarah Suzanne, l'écrivain. Pourquoi? Parce que dans ce texte, le lecteur est complètement impliqué. Donc, le roman s'écrit devant les yeux du lecteur. Et le rôle du lecteur a été mis en valeur dans les années 70 par un chercheur qui a rédigé un livre, l'esthétique de la réception, la théorie de l'esthétique de la réception, qui voulait qu'on fasse étudier le rôle du lecteur dans la création du texte. Et là, on pourrait se demander comment le lecteur peut participer. Mais Umberto Eco, qui est aussi un écrivain extraordinaire, il a dit, une fois que l'écrivain a terminé l'écriture de son livre, il meurt. Et le roman continue sa vie chez le lecteur. Et le lecteur devient le co-auteur. Mais dans l'esthétique de la réception, c'est justement où on cherche le rôle du lecteur, comment il remplit, il restitue ce qui n'a pas été dit, ce qui était sous-entendu, ce qui était implicite, les allusions qui sont faites, l'intertextualité, les citations, etc. Comment le lecteur devient quelqu'un qui doit avoir une expérience dans la lecture, justement. Il doit, s'il peut reconnaître tel ou tel auteur auquel a été faite une référence par l'auteur du livre, etc. Je ne veux plus continuer parce que je peux en parler toute la journée. Et s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, qui pense, je vois que Ratuna veut dire quelque chose, non? Je suis très émue de vous entendre tous et tous. Merci. Je suis très émue de vous entendre toutes et tous. Et je remercie chacun d'entre vous. Je n'ai pas lu ces livres, pas encore malheureusement, mais le mot qui me vient maintenant à l'esprit, je regarde la Grande Librairie chaque mercredi, une émission extraordinaire présentée par France 5, par François Bunel. Et à la fin de cette émission, chaque fois, Augustin Trapenard, qui est l'animateur actuel de cette émission, dit « Lisez bien ». Alors je vous souhaite, lisez bien. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux étudiants qui assistent maintenant, qui peut-être n'ont pas lu tous ce qui était à lire, mais qui ont eu envie, après cette journée, de lire plus en français. Bella a parlé tout à l'heure comment se déroule cette lecture pendant l'année avant d'annoncer le choix. C'est que mes collègues, moi-même, nous encadrons nos étudiants dans leur lecture parce que ce n'est pas facile de lire les 4 romans comme ça d'affilée. Et il faut absolument orienter les lecteurs dans la lecture, justement. Et je crois que c'est un processus extraordinaire et pour les enseignants et pour les étudiants. Alors, donc, vous avez maintenant un très grand plaisir qui vous attend parce que vous allez lire 4 auteurs pour l'année prochaine. Une initiative qui me paraît assez pertinente. Je pense qu'il faut organiser une session entre cette session définitive, intermédiaire, si on peut dire comme ça, pour se mettre en contact les étudiants qui travaillent par les groupes. Ce serait mieux pour qu'ils organisent de vrais débats en géorgien, en français, sans aucune barrière linguistique, pour qu'on sache vraiment quels étaient les choix de quelqu'un, pour qu'on fasse une analyse pertinente de toutes les œuvres
œuvres, parce que ce serait mieux d'entendre de leur part vraiment les œuvres et l'analyse personnelle. 2, 3, 4 phrases, mais de toute façon, ce qui serait vraiment intéressant et naturel dans notre milieu géorgien. Merci, chers collègues. Bon, maintenant, on vous invite dans le hall. Là, on va lever un verre à l'honneur de veiller sur elle. Oui. Alors, Madame l'ambassadrice nous propose de faire un groupe, une photo de groupe. Pardon. Photo de famille. Bon, allez. Oh. On peut même avoir